Donc, je suis Mireille Vautier-Rivière, je suis inspecteur de l'éducation nationale honoraire pour l'art appliqué et les métiers d'art. Ma mission, si vous l'acceptez, c'est d'être médiatrice de l'atelier numéro 4, le dernier, comment donner de l'appétit pour l'enseignement professionnel et technique par le biais de l'art et de ses métiers. Vaste programme. Je suis accompagnée dans cette tâche par Patrick Ferrier, directeur général Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle et du CFA, du spectacle vivant, de l'audiovisuel. C'est un peu long, hein, j'aurais pu vous le donner en abrégé, mais j'ai préféré tout vous dire. Christine Eschenbrenner, co-responsable du programme 10 mois d'école et d'opéra. Nicolas Jacquard, directeur technique adjoint, c'est ça ? À l'opéra comique, pardon, et Martine Troisfontaine, professeure d'art appliqué au lycée Lucas de Nohou, c'est un lycée du Var, et un très beau lycée dans le 5e arrondissement, qui a la chance, mais qui aussi en fait profiter les autres, de travailler au musée des arts décoratifs. Donc, j'avais bâti, je l'ai dit à quelques responsables, un très beau texte, magnifique, mais en fait, je n'y fais que reprendre des choses, je ne ferai que reprendre des choses qui ont été entendues, donc inutile d'en passer par là. Sinon, de vous dire que j'ai entendu une intervenante parler de petits métiers tout à l'heure. Ça n'était pas péjoratif dans sa bouche. C'est effectivement souvent l'appellation que l'on entend. Mais pour moi, il n'y a pas de petits métiers. Il n'y a que de grands métiers. Et sans ces grands métiers, il n'y aurait pas de beaux spectacles. Donc j'ai trouvé intéressant de rebondir sur les petits métiers, car c'était le meilleur moyen de vous expliquer que pour nous, qui sommes, pour beaucoup, qui faisons partie de l'enseignement professionnel, nous avons cette passion chevillée au corps, nous avons cette volonté d'aider des jeunes dits en difficulté, de les sortir parfois de la désespérance et de leur montrer avec le plus de passion possible, la qualité de ce que l'on peut faire avec ses mains, car l'intelligence passe aussi par la main. Donc je vais laisser la parole, car nous devons effectivement ne pas trop abuser. Je vais laisser la parole à Patrick, qui va nous parler de son expérience. À toi, Patrick. Bon, ben merci beaucoup. Vous parliez des petites mains, je vais rebondir tout de suite là-dessus, de ces petits métiers. Mais vraiment, un jour, j'espère que vous aurez l'occasion qu'un costumier ou qu'une costumière de l'Opéra de Paris vous fasse visiter les stocks et vous verrez qu'elle connaît toutes les œuvres, qu'elle connaît tous les acteurs qui ont porté tous ces costumes formidables de l'opéra. Et pareil pour tous ces petits métiers qui ont un lien avec l'artistique de manière évidente. Et c'est un peu de ça dont j'ai envie de parler, sur l'approche artistique et sur la formation et l'insertion. Alors moi, je suis un peu différent de tous les débats qui m'ont passionné d'aujourd'hui, dans le sens que je suis obligé de présenter très vite le CFPTS. C'est un centre de formation professionnelle et continue, donc qui s'adresse à des professionnels à qui on apporte une connaissance, la formation continue pour évidemment être encore plus performant avec les nouvelles technologies, avec les évolutions techniques que connaissent nos métiers. Et puis dans le CFA, on a des jeunes qui intègrent en alternance la profession et qui sortent soit de bac ou soit de bac professionnel et qui intègrent donc notre profession en 2 ans d'alternance. Les 2 expériences que j'ai vécues, on s'aperçoit avec l'INA et l'Institut national de visuel et nous-mêmes au CFPTS que de plus en plus, nous qui sommes des serviteurs publics, au sens du service public, eh ben, c'est quand même toujours une grosse sélection. Des gens qui sont en échec scolaire n'arrivent pas à pénétrer dans ces formations gratuites et qualifiantes et où l'insertion professionnelle est, pour ainsi dire, garantie à 100%, que ce soit pour l'INA ou pour nous. Alors, j'ai vécu 2 grandes expériences, mais on n'était pas porteur de projet, on était partenaire. Une expérience en Guyane, il y a maintenant qui continue, qui a duré 3 ans. Et je salue, il n'est pas ici aujourd'hui, il aurait pu participer à ce débat, Thierry Pariante, qui est directeur de l'ENSAT à Lyon, l'Institut supérieur des techniques du spectacle, du théâtre, anciennement rue Blanche.
qui a formé pour lui les artistes guyanais, et nous, CFPTS, on a formé les techniciens qui, eux, étaient, alors là, pas en scolarité, vivent dans des tribus, des Saramacas, des Amérindiens, enfin des gens qui avaient vraiment une approche de la scolarité et évidemment tout à fait particulière. En 3 ans, Paris quartier d'été, à la Villette cet été, Jacques Martial, président de la Grande Halle, a présenté le Songe d'une nuit d'été. Réussite absolue, ces jeunes intégreront, mais notre objectif c'était de les professionnaliser. Professionnaliser, c'est-à-dire qu'en Guyane, il y a un désert artistique incroyable. Et avec Thierry Pariante, on disait, tiens, on va faire revivre la décentralisation théâtrale des années 50 en Guyane, parce que ces jeunes et ces artistes vont se créer en compagnie, vont créer des prestations de services, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est aussi le cas. Deuxième projet, parce que je sais qu'il faut aller vite, je vais vite. Deuxième projet, c'est avec le Théâtre National de la Colline, avec qui on travaille depuis fort longtemps. On est sur Bagnolet. Moi-même, j'ai été salarié du Théâtre National de la Colline pendant fort longtemps. Et on a, avec la Fondation Total, Culture Diversité et d'autres partenaires, l'AFDAS pour notre cas, on a emmené 6 jeunes en emploi d'avenir, c'est-à-dire des jeunes en échec scolaire. Mais l'objectif réel, c'était donc d'intégrer nos professions. Et d'intégrer nos professions à travers, en ce qui nous concernait, de pouvoir intégrer le CFA, du spectacle vivant et de l'audiovisuel, comme tous les autres jeunes qui intègrent. Et d'ailleurs, il y en a 2 qui vont intégrer cette année notre CFA. Donc en alternance, on leur a fait découvrir des métiers, nos diverses petites mains. On a toute la filière, construction décor, bois, métal, accessoires, régisson, lumière, plateau. Donc on a toute cette filière technique. Ils ont pu découvrir tout ça. On leur a fait faire un petit spectacle. Et là, magique, des choses magiques. Oui, c'est la première fois qu'on a été fiers devant un public. L'attention, le stress, la gestion du stress, la gestion de l'inquiétude, la gestion vis-à-vis de l'artiste. Et moi, ce que je pense d'original dans cette démarche et qui me passionne et que j'ai envie de continuer, et on continuera d'ailleurs, quoi qu'il arrive, c'est que l'art, on peut aussi le rencontrer par un autre biais. On n'est pas obligé, je crois que les choses se complètent, c'est pas pour critiquer, de mettre des jeunes sur un plateau pour chanter ou pour interpréter un texte. On peut aussi découvrir un texte, découvrir une œuvre par le faire. On ne fait pas des lumières pour rien. On ne fait pas du son pour rien. On ne crée pas un décor pour rien. On ne crée pas des costumes pour rien. Tous ces métiers collaborent. On va avoir ce soir, je crois, un très très beau spectacle. Mais c'est des centaines de métiers qui participent à la création du spectacle que nous allons voir ce soir. Et les gens qui ont participé à ce métier, du machiniste au constructeur de décors, ils pourront vous parler de la flûte chantée aussi bien qu'un artiste ou que le metteur en scène. Ils ont participé. Ils y ont, donné leur temps, mais un temps souvent qui n'est pas de 35 heures. Et donc cette découverte de l'art se fait aussi par d'autres biais, sur des gens qui sont en échec scolaire, qui sont en difficulté de formalisation des choses et qui, à travers des métiers très concrets, de construction, de lumière ou de son, vont découvrir la demande de l'auteur, la demande du metteur en scène, la demande de l'éclairagiste. Pourquoi il me fait du bleu? Non, on ne met pas du bleu parce que c'est la nuit, c'est pas que ça, un éclairage. Pourquoi le comédien, il se met là, à cet endroit? Et pourquoi il y a une découpe? Ah tiens, ça existe une découpe? Ah ben oui, mais la découpe, ça va permettre de... Et on va commencer à comprendre l'environnement du spectacle. Et à travers ces métiers techniques, en tout cas, en tant que directeur de la centre de formation de techniciens, et moi-même ayant été technicien, j'ai découvert l'art, pas par les livres. J'ai découvert l'art, en ce qui me concerne, même si j'ai fait quelques études universitaires, j'ai découvert l'art et les grands auteurs par les metteurs en scène que j'ai rencontrés, à qui j'ai servi de la technique, à qui j'ai inventé aussi de la technique. Parce que souvent, les metteurs en scène, ils ont des petits délires, croyez-moi. Ils ont des petits délires et il faut savoir les arrêter. Mais on ne peut pas dire non, parce que sinon, on va se faire virer. Mais il faut contourner
Le dernier, je vous donne un exemple, le dernier spectacle, on fait un spectacle très professionnel pour nos CFA en sortie. Au bout de 2 ans d'alternance, cette année, on l'a fait à la Colline. C'était Laurent Gutmann, metteur en scène de centre dramatique, que vous connaissez sans doute, a fait la mise en scène sur un texte de Borges, un texte sur le rêve, très compliqué, enfin, le truc complète. Il voulait du feu, mais du feu sur le plateau à la Colline. Comment vous faites? Eh bien, je vous assure que nos CFA ont travaillé pour lui présenter différentes techniques sur le plateau de la Colline pour faire du feu, et ça a été du feu, mais sans feu. Et Laurent était ravi, et le scénographe aussi. Mais il faut... Donc cette relation avec l'artistique est un peu particulière, certes, mais c'est aussi un trajet particulier. Et je crois que nos jeunes ont besoin aussi, en tout cas, il faut leur laisser la chance. Et en tout cas, il faut peut-être inventer, pour certains, ces parcours un peu atypiques qui nous permettent de rentrer dans la profession. Mais le directeur technique, et je conclurai peut-être là-dessus, que je sais qu'il faut être rapide parce que je le fais aussi avec passion, mais le directeur technique nous dira, mais moi, je peux vous le dire parce que je connais assez bien la profession depuis une trentaine d'années dans le mouvement social, en tout cas, et dans l'environnement social, nos directeurs techniques, c'est pas des bac+10, c'est pas vrai. Vous regardez ici les CV de l'Opéra de Lyon, de l'Opéra de Paris, de l'Opéra du Centre dramatique de Nice, de tous nos grands réseaux, tous nos grands réseaux. On en discutait tout à l'heure. 80% ont des CAP. On vient du bâtiment. On n'a pas de formation initiale. On n'avait pas de formation initiale. Ça n'existe pas. Ça existe aujourd'hui avec notre CFA. On est les seuls à faire la formation initiale. Il n'y a pas dans nos collèges de formation initiale pour devenir régisseur ou technicien son. On vient des bacs électrotechniques, CAP électro, CAP de menuiserie, chaudronnerie. C'est ça nos métiers. Et c'est l'expérience. Et c'est cette rencontre avec l'artiste qui nous a forgé un caractère, qui nous a forgé un savoir-être, qui nous a forgé des passions et qui nous font qu'aujourd'hui, on est directeur technique adjoint de l'Opéra Comique ou directeur technique de l'Opéra de Lyon ou directeur technique de la Colline. Moi, je connais bien la Colline. Daniel Touloumé, qui va prendre sa retraite, il a un CAP d'électro. Voilà ce que j'avais envie de dire. Donc, des parcours un peu atypiques pour ces jeunes qui ont rencontré l'art par d'autres chemins un peu transversales. Alors, c'est un message qu'il faut faire passer. Car tous ces jeunes, j'entendais parler de jeunes qui venaient pour nettoyer les surfaces. Aussi modestes soient ces métiers, ça me rappelle le très beau spectacle Lumière, donc, qui a été évoqué tout à l'heure. En fait, la lumière retombe sur tous. Et ça, c'est une chose fabuleuse que l'on connaît quand on l'a vécu. J'ai eu cette chance de le vivre avec 10 mois d'école et d'opéra et Daniel Fouache, bien sûr, et toutes les personnes qui l'entouraient. Je sais que les enfants étaient heureux, le plaisir était là. Alors, toujours pour rebondir encore sur 10 mois d'école et d'opéra, je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, Mireille. C'est terrible d'être dans ce rebond incroyable, puisque j'ai à la fois l'honneur et la chance d'être en co-responsabilité du programme magnifique 10 mois d'école et d'opéra, donc avec 2 collègues. Et pour ma part, je représente l'Académie de Versailles notamment, mais pas seulement. Et la chance et l'honneur aussi d'être très attachée au lycée professionnel dans lequel j'ai enseigné pendant plus de 20 ans. Vous le savez, nous sommes 3 enseignants en responsabilité du programme. Et c'est un choix délibéré pour moi que d'avoir enseigné dans un établissement situé en réseau d'éducation prioritaire et d'y avoir tout découvert, et de mon métier et des métiers des autres, et de la manière extrêmement importante dont on pouvait tenter de créer des passerelles, d'une part, j'allais dire à l'intérieur, entre ce qu'on appelle l'enseignement général et l'enseignement professionnel, avec toujours cette séparation clivante vue de l'extérieur, de même que le lycée professionnel est souvent à côté du lycée général. De la même manière, l'atelier au sein du lycée professionnel est dans un bâtiment autre que le bâtiment dans lequel l'enseignement général est exercé. Donc, ces passerelles à l'intérieur que j'ai eu à cœur de réfléchir pour ma part, et puis les passerelles aussi par rapport à l'extérieur, car qui dit redonner de l'appétit, qui dit revaloriser, présuppose qu'il y a en amont dévalorisation et manque d'appétit, inappétence. Or, c'est exactement ce qui se passe, puisque dans l'imagerie, encore aujourd'hui,
Hélas, malgré toutes les batailles menées, l'enseignement professionnel est toujours, parfois, hélas encore, une voie de garage. Donc, c'est très important d'être un petit peu au sein de 10 mois d'école d'opéra, la porteuse d'une expérience qui me vient du lycée professionnel. Car, comme vous le savez, nous accueillons plus de 1000 élèves issus des réseaux d'éducation prioritaire et un certain nombre d'entre eux viennent du lycée professionnel que le comité de pilotage retient chaque année, puisque sur 2 années, les élèves entrent et sortent. Et que donc, les lycées professionnels, les classes, font partie de manière non négligeable et même très importante du programme 10 mois d'école d'opéra. Je reviens à cette expérience qui, comme le disait Voltaire, m'instruit. On est instruit par l'expérience et c'est ce que j'entends encore dans ce que vous venez de dire. On est instruit par l'expérience. Combien de fois, lorsque j'ai fait avec mes élèves en tant que professeur de lettres et histoire, ayant à cœur d'aller dans chaque entreprise pour voir ce qui s'y passait, l'histoire de l'entreprise, qui y travaillait, comment mes élèves allaient rencontrer celui qui travaille, toutes les entreprises, enfin je ne vais pas toutes les citer, il y en a beaucoup, dans les domaines industriels, puisque notre lycée évidemment avait une entrée dans le secteur industriel, dans la bureautique également, et maintenant dans le sanitaire et social, donc des domaines d'activité extrêmement importants pour notre société. Et à chaque fois, il y avait une instruction par l'expérience. Le chef d'entreprise qui lui-même, avec son CAP de mécanique, avait ouvert son entreprise à l'heure, évidemment, de la désaffection et de la disparition d'un certain nombre de sous-traitants dans le bassin de ceci ou de cela, mais qui était capable de dire, voilà, moi j'ai un CAP, je viens d'une école noble, de le dire lui-même à l'élève qui lui était complètement perdu, qui était là par défaut, je vous passe toute la litanie que vous connaissez, qui était capable de lui dire, tu vois le rivet qui est là, puisqu'il travaillait, il faisait de la sous-traitance par exemple pour Dassault Aviation. Le petit rivet qui est là, avant, les compagnons le faisaient à la main. Pourquoi on le faisait à la main ? Maintenant, les machines ont pris le relais, bien entendu, mais je vais t'expliquer cette chaîne qui te mène à la machine. Il fallait répéter le geste qui te permettait d'arriver à obtenir ce rivet-là, qui devait être parfaitement poli pour éviter évidemment que l'air sur l'aile de l'avion n'ait une prise qui mette en difficulté l'avion. Oui, le vol d'un avion tient à quelques petits rivets. Je pourrais multiplier les exemples, mais là, je crois que Mireille me gronderait beaucoup. Donc, j'ai appris de tout cela la valeur du geste. Le compagnon qui, au moment de la disparition du geste, sachant que la machine est là pour le remplacer, moi, je l'ai vu, ça, je l'ai vécu. Et je le porte là pour toujours, dans mon métier encore aujourd'hui, au cœur de 10 mois d'école d'opéra. Il va transmettre aux jeunes apprentis qui débarquent avec un CAP ou un BEP qui n'existe plus maintenant. Il va lui dire, oui, tu vas travailler sur une machine, mais moi, je vais te dire ce que moi, j'ai appris et qui, moi, m'a mené à la machine. Pareil pour le dessinateur industriel qui faisait ses plans à la main, qui dessinait, et ça devait être d'une haute précision pour arriver ensuite à la 3D. Valeur du geste, de l'exercice, de la répétition. Tiens, répétition, terme, n'est-ce pas, qui appartient également au monde du spectacle. Comme c'est étrange. L'excellence, la perfection, à 1 micron, millimètre, le rivet. Et donc, vraiment, chaque jour, pendant 20 ans, j'ai appris. Et j'ai appris avec une même conviction, c'est qu'il fallait créer des passerelles qui existaient parfois, bien sûr, entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel. La notion d'équipe, très importante en lycée professionnel. Mais finalement, pas tant de passerelles que cela. Les enseignants en lycée professionnel ne s'autorisant pas toujours, parce qu'on n'est pas forcément dans le monde du spectacle, à aller vers l'autre et réciproquement. Et donc, pour ma part, petit exemple, donc j'ai décidé de mener un atelier théâtre et de faire en sorte que toutes mes classes, toutes, aient un projet artistique et culturel. Pas forcément une usine à gaz, un petit, un moyen, un grand, mais toujours avec quelqu'un du lycée de l'enseignement professionnel. Toujours. J'aurais pu vous apporter, mais je crois que j'ai oublié à l'hôtel, une petite plaque que j'ai gardée, qui est sur mon bureau. Et une année, les professeurs de productique mécanique, rien à voir avec le spectacle, la productique mécanique, vous voyez les pièces détachées, enfin tout ce domaine, avec qui je m'entendais très bien parce qu'on travaillait ensemble, ont appris qu'on faisait tout un travail en atelier d'écriture qui menait les élèves à écrire leurs textes sur leur atelier d'écriture. Le merveilleux mot qu'est le mot atelier, qu'on utilise maintenant. Nous sommes en atelier, je crois bien. Donc,
atelier, ça veut dire qu'au cœur d'un espace commun, on va construire quelque chose. Donc, moi, j'avais mené un atelier d'écriture, entre autres choses, notamment, autour de l'atelier, tout simplement. Décrivez-moi l'atelier dans lequel vous vous trouvez. Expliquez-moi, vous les élèves, ce que vous faites. Moi, c'est les lettres et l'histoire. Moi, je vais vous expliquer ce qu'est la langue. Mais vous allez me dire avec votre langue où vous en êtes de l'apprentissage. Et du coup, les professeurs ont été partie prenante, ont lu les textes de leurs élèves de productique mécanique, sidérés de voir ce qui sortait de là, parce que la créativité, elle était là, le spectacle était là. Tout près d'eux, ils n'avaient pas vu. L'élève lambda qui avait tellement de mal à expliquer pourquoi il avait de mal par rapport à cette machine, etc. Et le cadeau suprême que j'ai eu, c'est un petit mot des professeurs de productique mécanique, mais un petit mot non pas gravé dans le marbre, comme autrefois, mais gravé dans le métal. C'est-à-dire qu'ils ont fait un prototype d'un texte d'élèves qu'ils m'ont offert et qui était gravé dans le métal avec tout un programme particulier. Et les élèves ont gravé non pas dans le marbre, mais dans le métal leur texte. Donc, je passe tous les détails. Donc, on a multiplié ces passerelles. Et donc, finalement, ce côté pluridisciplinaire, non clivant, hein, non exclusif, a permis de générer des pratiques nouvelles et puis aux élèves également de découvrir ce qu'était la valeur de leur travail, de leurs gestes, même si on considérait que pour l'hygiène et l'environnement, où est l'art dans tout cela? Alors je vais arrêter juste... Oui, continue. Dire que donc les professeurs même qui ne connaissaient pas le théâtre ont participé, les professeurs de structure métallique, à la réalisation de décors, menuiserie aussi avant que l'atelier de menuiserie ne disparaisse. Ça c'est vraiment extrêmement important pour avancer. Donc maintenant, dis-moi d'école d'opéra, j'ai gardé ce trésor précieux. C'est vraiment un trésor parce que maintenant que nous accueillons des élèves au cœur de ce programme, je les connais au moment même où ils mettent les pieds à l'opéra. Je les vois arriver avec leurs airs de dire mais qu'est-ce qu'on fait là, au début évidemment, et puis qu'est-ce qu'on va apprendre ici, nous qui faisons de la maintenance industrielle par exemple. Je les repère, je dis mon petit gars, je sais qui tu es et je sais où je vais t'emmener. Je vous passe tous les détails parce que c'est une force et un atout considérable. Et par exemple, je pense à l'un d'entre eux pour aller dans le témoignage concret. Moi j'aime bien cette idée de terrain, cette idée d'atelier, cette idée concret. Est-ce que tu sais ce que c'est que la machinerie, Stéphane? Oh, bah, je sais pas, non. Donc, eh bien, nous allons rencontrer l'un des responsables de la machinerie et d'ailleurs, qui fait aussi de la maintenance machinerie. Vous avez peut-être des choses à vous dire. Il va t'expliquer des choses et peut-être que... Et alors, évidemment, ça a été la révélation pour lui et pour d'autres, d'ailleurs, toute la classe. Mais à tel point que lui a demandé à faire un stage. Il l'a défendu, alors que c'est plus timide que lui, ça n'existait pas. Donc, l'estime de soi, la confiance en soi, je vous passe évidemment sur toutes les valeurs qu'on a largement évoquées ce matin. Et de fil en aiguille, voilà encore une expression qui vient du métier, et là la couture aurait beaucoup à dire également, eh bien, il a pu être accueilli dans le cadre de son stage professionnalisant, et puis être appelé par l'Opéra de Paris, et maintenant travailler en intérim. Et il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait ajouter. Je pense aussi à ces élèves qui disent mais nous l'art c'est très éloigné de nous, mais on peut peut-être, on a un savoir-faire, on peut fabriquer la maquette de l'Opéra Bastille avec des moteurs qui montent et qui descendent. C'est du savoir. Mais merci infiniment. J'arrête parce que je suis intarissable et je le sais. Je suis navrée d'arrêter une si belle expression sur un enseignement qui je crois est mal connu. Mais ça me fait sourire parce que tout à l'heure, je crois que c'est Madame Costa-Lascaux, je ne sais pas si elle est, qui a parlé de Renoir. Or, Renoir, comme bien d'autres maîtres, se considérait comme un artisan. Absolument. Je vous remercie de compléter, j'allais le faire. Mais c'est tout à fait étonnant de voir à quel point bon nombre d'artistes sont passés par justement, encore une fois, l'intelligence de la main. Alors, je crois qu'on a presque convaincu tout le monde, mais nous avons encore 2 personnes, et notamment Nicolas, qui a un très beau témoignage à nous faire partager. Très beau. Si, il est magnifique. Voilà, moi je suis l'adjoint du directeur technique à l'Opéra Comique, et c'est vrai que j'ai suivi l'enseignement professionnel, puisque c'est vraiment le parcours scolaire que j'ai eu après la 3e, en faisant un CAP et un BEP. Et après, de menuiserie, c'était vraiment
ça. Et après, j'ai intégré l'école de la Rue Blanche, justement, qui spécialisait à la construction et à la machinerie théâtrale, qui s'appuyait elle-même sur les ressources de menuisière. Et donc, au fur et à mesure de mon expérience professionnelle, j'ai toujours, et ça quel que soit le niveau d'exercice, hein, parce que évidemment là, j'exerce un métier assez, en tout cas dans la structuration hiérarchique d'un opéra assez élevé, mais ça se vérifie à tous les niveaux d'exercice, hein. Depuis le début, quand on sort tout juste de l'école et qu'on commence à faire nos premières pièces, jusqu'à maintenant, l'organisation générale de tout ça, je m'appuie depuis toujours sur la qualité et d'apprentissage que j'ai suivi par des professeurs absolument toujours engagés et très soucieux des transmissions, du geste juste, de la précision, et en y développant aussi de façon tout à fait induite l'esprit d'équipe à travers tout simplement la disposition des ateliers, en tout cas des cours qu'on suivait. Et donc, c'est toutes ces choses-là que j'ai appris dans une chronologie très particulière également, très réfléchie, qui remonte certainement d'ailleurs à des traditions de métiers très anciennes. Ce sont toujours des références sur lesquelles je m'appuie encore actuellement. C'est-à-dire que d'un grand ensemble qu'on doit matérialiser, on le divise en sous-ensembles de façon à le rationaliser selon une synthèse environnementale, économique, technique évidemment, parce qu'il y a aussi donc ce que disait Patrick tout à l'heure, mais ça c'est l'expérience qui va l'amener, l'apprentissage après de la communication avec les artistes, qui est quand même quelque chose de très particulier, mais qui finalement repose aussi de façon instinctive et naturelle sur ces supports dont j'ai bénéficié et qu'on m'a enseigné. Voilà. Et donc, voilà, c'est de façon très, très illustrative. Hein. Je ne vais pas développer ça beaucoup plus que ça, parce qu'on est dans le concret et dans la matérialisation, même si après, tout ce qu'on dit là peut vraiment avoir des tas de passerelles et des tas de transferts. Voilà, c'est quelque chose que je voulais dire. Et alors, après, dans l'expérience et dans ma façon d'appréhender mon métier de façon très très pragmatique, je donne un grand sens aussi à la transmission de ce que je vais pouvoir, de ce que j'ai pu acquérir à travers l'accueil des apprentis du CFPTS, à travers l'accueil de stagiaires, auprès aussi des services de relations publiques de l'Opéra Comique, mais aussi à la Colline, parce que j'y suis passé aussi longtemps par la Colline, à travers la présentation du plateau à des classes, en leur expliquant ce que c'est qu'un théâtre à l'italienne, parce qu'on était dans les théâtres à l'italienne, comment ça fonctionnait, et évidemment de tous les métiers qui l'animaient, vraiment dans des objectifs de transmission des savoirs. Et ça, c'est quelque chose qui moi, me tient beaucoup à cœur, parce que finalement, je me sens presque redevable de ça et d'avoir presque une obligation, je dirais bien au-delà du professionnalisme, de la citoyenneté, de devoir absolument diffuser et partager ces expériences pour dire, voilà, on peut aussi faire ça à partir de l'apprentissage des métiers industriels. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de survalorisation des métiers du spectacle, hein, parce qu'il faut faire très attention à ça aussi, parce qu'il y a des tas de choses qui sont extrêmement nobles en dehors de ça aussi. Et donc ça, voilà, c'était aussi de transmettre ça et de vouloir absolument en faire un paramètre incontournable dans ce qui est le sens de la responsabilité qu'on a, nous, de devoir transmettre ça à nos jeunes, quoi. Voilà. Merci Nicolas. Et c'est un exemple parmi de nombreux exemples. Je terminerai d'ailleurs avec un exemple précis tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que je trouvais intéressant de savoir que les élèves arrivaient d'une façon extrêmement alanguie, pour ne pas dire pire. En général, quand ils vont dans un lieu, qu'il soit musée, qu'il soit l'opéra, et qu'après, ils redressent la tête. C'est symptomatique. Et cette tête redressée, cette parole qui vient, et cette assurance, et cette volonté de continuer à transmettre, c'est extraordinaire, parce que ça
renvoie à l'image d'un métier et deux métiers qui vont peut-être se poursuivre dans les meilleures conditions possibles. Je ne parlerai pas des nouveaux moyens, Internet et autres, on en a assez parlé, mais il y a aussi cette dimension qui intervient et qui renforce encore certains métiers, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Martine, oui, donc, la perche est tendue. Oui, oui. Donc moi, je vais partir de mon expérience d'enseignante en lycée des métiers d'art. Et puisque, en fait, en France, nous avons la chance d'avoir une multitude de diplômes métiers d'art et une grande richesse des métiers accessibles aux élèves. Alors, je voudrais rappeler juste le cursus. Effectivement, un métier d'art s'apprend en passant d'abord par un CAP en 2 ans. Alors, c'est important parce qu'effectivement, ce mot peut créer des blocages au niveau des familles. Mais nous emmenons nos CAP, nos 2 années de CAP, nous emmenons pratiquement 100% des élèves en brevet des métiers d'art. Et le brevet des métiers d'art leur donne un diplôme de niveau 4, donc un bac. Ce qui veut dire qu'en sortant avec leur niveau bac métier d'art, ils peuvent aller travailler. Les professionnels sont très reconnaissants de leur savoir-faire, mais ils peuvent aussi continuer, soit dans les écoles supérieures d'art, soit à l'université, ou soit dans d'autres écoles. En DMA, par exemple, voilà, etc. Alors, la question que nous nous posons, nous, enseignants en métier d'art, puisqu'en fait, ce déficit fait que nous avons du mal à recruter, que bizarrement, nous avons du mal à remplir nos classes. Donc, comment susciter des vocations pour les métiers d'art auprès des collégiens, même après tous ces témoignages qu'on vient d'entendre. Alors là, je vais vous faire part de mon expérience donc, de professeur relais au Musée des Arts Décoratifs, où nous avons pris l'option de susciter des rencontres avec des matériaux. Nous organisons des parcours autour, par exemple, du cuir, du verre, du bois, etc. Parce que nous pensons que la vocation se fait aussi par le toucher et par l'appétence à un matériau. Il y en a un qui ira plus vers le verre, un plus vers le bois, un plus vers le tissu. La rencontre, bien sûr, avec les œuvres au sein du musée, avec des professionnels, puisque nous avons un partenariat avec le comité Colbert, et qui représente une quantité importante d'industriels du luxe, qui eux aussi ont du mal à recruter, et des lieux d'apprentissage pour les élèves, puisqu'ensuite nous invitons nos élèves à aller visiter les lycées professionnels. Donc depuis 2 ans, nous menons un projet de parcours découverte des métiers d'art, où le matin, une vingtaine de classes sont conviées au musée, suivent un parcours avec les médiateurs culturels qui sont associés à un artisan d'art qui vient avec des échantillons, des outils que les élèves peuvent toucher, peuvent porter, peuvent sous-peser, etc. Et l'après-midi, ils vont dans les ateliers rencontrer les élèves en apprentissage dans les mêmes domaines et ils peuvent échanger, etc. Donc, ce projet qui perdure, qui va être reconduit en février 2015, nous savons qu'il a beaucoup de succès. Nous savons que 1 à 3 élèves par classe de collège ont ensuite intégré des lycées professionnels, ce qui est absolument énorme. Alors, la deuxième chose que je voulais évoquer, on n'en a pas beaucoup parlé depuis ce matin, c'est la formation professionnelle des enseignants, pour pouvoir justement valoriser ces sections métiers d'art et inviter les élèves, et pas forcément ceux en grande difficulté, à intégrer ces classes. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était pratiquement les mêmes dispositifs que, par exemple, ces beaux projets que je vois depuis ce matin, c'est-à-dire nous montons des projets multidisciplinaires, c'est-à-dire que nous avons des enseignants de toutes disciplines dans un même stage. Nous montons des projets à regard croisé avec d'autres institutions culturelles, par exemple avec l'Opéra de Paris, mais ça peut être le CNAM, le Muséum d'histoire naturelle, etc. Et nous multiplions aussi les dispositifs, c'est-à-dire qu'il y a la visite guidée classique, il y a la conférence, mais il y a aussi une journée dans un atelier à fabriquer. Par exemple, l'année dernière, à Boulle, les enseignants se sont assis derrière des établis qui sont quand même assez particuliers, ont fabriqué leurs broches dans la journée. Alors déjà, ils étaient épatés à la fin de la journée d'avoir pu mener à bien ce projet. Et puis surtout, ils ont tous parlé du corps. Ils n'avaient jamais imaginé que c'était aussi difficile, aussi fatigant, et que le corps était autant impliqué, au-delà de la main. La main, ça ils savaient, mais tout le corps était autant impliqué dans l'apprentissage du métier.
Et puis, voilà, donc ça c'est pour la partie développement des formations professionnelles. Et puis au sein du lycée, c'est vrai que par rapport à la question de l'art, nous menons beaucoup de projets pluridisciplinaires aussi. Alors, soit un projet d'établissement où toutes les classes sont invitées au Musée des Arts Décoratifs, de par sa collection importante d'objets en verre, et à sa tête un conservateur qui fait référence. Mais nous créons aussi des projets pluridisciplinaires entre métiers d'art. Par exemple, un beau projet que j'ai mené plusieurs années avec l'école Boulle-Flamel, où nos élèves ont fabriqué des cabochons en verre, qui ensuite ont créé et fabriqué des cabochons en verre, qui ensuite ont été montés par des sertisseurs de l'école Boulle. Et là, ils étaient vraiment, ils n'en revenaient pas, quoi. C'était pour eux, c'était accéder au suprême. Ou alors, ça peut être aussi des projets transversaux. Par exemple, moi, je pense à un projet pour une classe de primo-arrivants où nous essayons de lier en fait leur culture d'origine avec la culture de leur pays d'accueil. Donc nous, notre projet se nomme À table. Bien sûr, aux arts décoratifs, nous avons tout ce qu'il faut pour parler du thé, du café, du chocolat, etc. Et voilà, par tous ces projets, nous arrivons à emmener nombreux élèves primo-arrivants dans ces classes métiers d'art. Et moi j'adore parcourir leurs portes ouvertes, puisque tous les ans, nous ouvrons nos portes. Et les élèves sont extrêmement fiers de présenter leur outil de travail et puis leur savoir-faire, leur petite exposition d'objets, et puis les démonstrations des techniques qu'ils ont déjà apprises. Et je suis toujours touchée quand je parcours ces lycées professionnels de retrouver mes anciens élèves, donc primo-arrivants, et ayant fait énormément de progrès au niveau du langage, et tellement fiers de venir me présenter, par exemple, une fleur chez les plumassiers ou un costume chez les costumiers, etc. Donc c'est vrai que tous ces projets valorisent les élèves, mais pour nous aussi, c'est formidable quoi, de voir ces jeunes avec ces beaux parcours. Et voilà, on en voudrait encore plein. Merci beaucoup. En très peu de mots, parce que vous devez tous être très fatigués, je rajouterais que Martine met le doigt sur quelque chose qui me tient à cœur. Lorsque j'étais jeune maman et que j'emmenais mes enfants au collège, un jour, lors d'une réunion de parents d'élèves, j'ai entendu un principal s'exprimer d'une façon assez brutale en disant « Et si vos enfants ne travaillent pas, ils iront en lycée professionnel ». Je vous avoue que j'ai été assez refroidie. Je crois qu'il serait bon que dans les UFM, on fasse mieux connaître, mieux savoir l'importance de tout le travail de ces enseignants extraordinaires, que l'on mette simplement en avant le bien fondé de savoir qu'un jeune ne peut pas toujours faire des études supérieures et qu'il ne trouvera pas forcément du travail parce qu'il aura fait je ne sais combien d'années en université. À ce titre, il y a un lycée qui s'appelle Tolbiac, qui est dans le 13e arrondissement et qui reprenait des déçus, comme je les appelais, de la fac, des jeunes qui, après un parcours plus ou moins hasardeux, revenaient vers le savoir-faire, le savoir et le savoir-faire. Ceci m'amène à vous dire que j'ai un article extraordinaire, je suis tombée dessus quand je planchais sur cette introduction que je ne vous ai pas lue. Sami nourrit l'Afghan de velours. Je ne lis pas le texte, il est du 13 octobre 2014. Je ne pense pas que vous vous précipitiez en rentrant chez vous sur Internet pour le lire. Je vous dis simplement 2 phrases. L'extraordinaire histoire d'un jeune réfugié afghan, fou de couture, élève au lycée François Clouet de Tours et aujourd'hui formé chez Jean-Paul Gaultier. Ce petit gamin ne parlait pas un mot de français. Il est maintenant... il a fait sa collection, il est en train de réussir brillamment. Afghan, sans capacité financière, sans moyens, le lycée professionnel l'a amené à réussir et brillamment, je le crois. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés et puis s'il y a des questions, nous sommes prêts à y répondre. Non, ce n'est pas une question, c'est juste un témoignage qu'effectivement, travaillant dans une structure culturelle, avec un certain temps d'expérience en tant que médiatrice relations publiques, j'ai noté que de travailler avec les équipes dans les lycées professionnels, c'est vraiment très, 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 très bien. Donc, merci à vous. Merci pour eux. Avec un esprit, j'allais dire, de travail collectif et d'amour des jeunes.
voilà, et de l'art et de la culture. Alors, c'est beau, le lycée professionnel. Voilà. Merci à la Fondation Total de nous avoir permis quand même de nous exprimer à ce sujet, et merci à Daniel de ne pas oublier ses pairs. Et il n'y a plus de questions. Ah si, monsieur. Non, c'était juste une remarque aussi. J'enseigne depuis 25 ans au lycée professionnel. Et j'étais à Bordeaux avec des élèves qui étaient couturières dans une section qui se cassait la figure parce qu'elle n'attirait plus les jeunes. Et le partenariat que j'avais réussi à monter avec l'Opéra national de Bordeaux a permis à ces élèves comme vous le disiez tout à l'heure, de redresser la tête. Et finalement, à amener de nouveaux élèves, parce que le bouche à oreille fonctionne, et à partir du moment où la section où personne ne voulait aller commence à faire des choses intéressantes, ça attire de nouveau du public. Et maintenant, c'est une section qui fonctionne très très bien grâce à ce partenariat avec l'Opéra national de Bordeaux. Donc ça existe. Je crois que nous avons plus de témoignages que de questions. Madame Fouache. Alors, je ne devrais pas intervenir, mais comme chacun sait, en tout cas ceux qui me connaissent, j'ai une affection très profonde pour l'enseignement professionnel et technique. Alors, ma grande question, mon angoisse, si je puis dire, c'est à la suite aussi d'une réflexion que m'avait fait un parent d'élève alors que j'expliquais la beauté du geste professionnel, de tous ces métiers qui entourent un spectacle. Et à la fin de mon propos, ce monsieur m'a dit, monsieur à col blanc comme moi d'ailleurs, il m'a dit « Mais si je comprends bien, madame, vous voulez donc que tous nos enfants rentrent dans l'enseignement professionnel et technique ?» Et il était très en colère, très en colère. Alors, la question est la suivante. Comment, et je pense que vous n'allez peut-être pas pouvoir y répondre aujourd'hui, comment faire évoluer les mentalités du côté des parents d'élèves? Et là, j'interviens directement devant toutes ces personnes qui m'entourent, admirables. Vous avez des enfants et j'aimerais leur demander, surtout ne répondez pas, j'aimerais vous demander, est-ce que vous accepteriez, avec le sourire, en encourageant vos enfants, de rentrer dans l'enseignement professionnel? Voilà, alors ces deux questions. Était-ce vraiment une question, Daniel? Non, je crois que nous sommes là pour réfléchir sur ce qui s'est passé et surtout réfléchir sur nous-mêmes. Voilà, merci à toi. Simplement, nous avons uniquement cherché à vous... non pas à vous convaincre, vous l'êtes pour beaucoup, sinon vous ne seriez pas là, mais à vous dire que par l'art, on peut parvenir tout simplement à faire comprendre ce que c'est que l'enseignement professionnel est d'une beauté totale. Moi, c'est une question, si je peux. Je sors de mon... comme toi. Je sors de mon armoire. Je me demandais si le meilleur plaidoyer qu'on puisse faire pour l'enseignement professionnel n'est pas justement que dans une société qui est absolument ravagée par le chômage, de faire valoir que ce sont des cycles de formation qui, d'une certaine manière, ont aujourd'hui plus d'avenir, plus de débouchés qu'un jeune qui promène avec lui, jusqu'à y compris, pourquoi pas, à travers la planète, son savoir-faire, sa compétence, a probablement plus de cordes à son arc que des universitaires qui se cognent aujourd'hui au mur du sous-emploi. Donc il faut peut-être argumenter là-dessus. C'est une des phrases que j'ai prononcées tout à l'heure. Les déçus de la fac qui reviennent vers les lycées professionnels en passant par le cheminement expliqué fort bien tout à l'heure par Martine, à savoir un CAP, modestement, puis un brevet des métiers d'art ou un bac pro, puis après un BMA. Alors en fait, c'est la créativité qui est de plus en plus marquée. Plus le geste est maîtrisé, plus la créativité se développe. Et donc, on peut ainsi accéder à des hauts niveaux de designer. On ne le sait pas, bon, tout le monde ne travaille pas dans le design, mais tout le monde est lié. Et juste un tout petit mot sur la rue Blanche, c'était une école extraordinaire où tout le monde était à égalité. Qu'est-ce qu'on aimerait retrouver cela? Oui, Chez nous. Juste,
Pour répondre aussi à cette question, enfin compléter cette belle réponse, je crois que ça commence très tôt, tout de suite. Enfin, pour répondre aussi à Daniel, dès que se pose la question de l'orientation, les portes ouvertes, l'accueil des parents, que les professeurs en collège soient eux-mêmes parfaitement convaincus et qu'ils soient invités le plus possible dans les lycées professionnels pour découvrir eux-mêmes ce qui se passe après, quand leurs élèves les quittent. Et je crois que ce maillage, la question de l'orientation abordée conjointement et peut-être même dès l'école primaire, donc qu'il y ait des relais d'enseignants convaincus, d'une part, la manière dont l'histoire des arts peut contribuer également à éclairer toute cette démarche qui mène au lycée professionnel et dont puissent s'emparer aussi les élèves, peut faire en sorte que les parents eux-mêmes soient sensibilisés. Mais je pense que ça doit commencer très tôt et que chacun doit être à son niveau convaincu. Oui, une question. Oui, je vous en prie. Bon alors attendez, je vous donne le micro. Non. Non, il y a un micro. C'est presque pile poil Bonjour. avec l'heure. Moi, je suis étudiante à l'ENS et je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais j'ai quand même l'impression que, même si je suis d'accord sur le fait qu'il faille insister sur le rôle joué par les enseignants dans la sensibilisation au milieu technique et dans la découverte de ces métiers techniques, pardon. Je pense que, j'ai quand même l'impression que ça vient d'une passion de l'élève et que, je pense qu'il ne faudrait pas non plus généraliser, c'est-à-dire que même si c'est des métiers qui apportent une stabilité professionnelle, où il y a probablement plus de débouchés que dans certains parcours Bac plus 10 qui ensuite débouchent sur le chômage, c'est les parcours que vous décrivez qui sont si beaux et qui vous ont apporté tant partent quand même d'une passion initiale et qui vous a porté et qui vous a permis de vivre si bien cette expérience. Donc même s'il faut l'universaliser et tendre à la généraliser, je pense qu'il faut quand même une écoute, en tout cas qu'il faut essayer d'adapter en fonction du tempérament des élèves auxquels on s'adresse, parce que moi je viens d'un collège ZEP et je sais que ça n'aurait quand même pas, j'ai énormément d'amis qui ont suivi ce type de formation, mais ça n'aurait pas convenu à tout le monde. Je pense pas que je me serais épanouie autant, par exemple, dans ce type de formation. Bien sûr que ça ne convient pas à tout le monde, en 2 secondes. Bien sûr, c'est normal, et heureusement d'ailleurs, rajouterais-je. Simplement, c'est une chance de plus pour des jeunes comme celui dont je parlais tout à l'heure. Et cette chance, on ne peut pas la laisser passer, il faut la faire connaître. Et puisque vous êtes en formation, quand vous verrez un professeur de lycée professionnel, et si vous êtes un jour agrégé, mademoiselle, ne le battez pas de haut. Dites, voilà, c'est tout. Moi, je voudrais répondre, si vous permettez, une minute. Une minute, c'est très juste ce que vous dites. Mais c'est le constat réel. On le voit bien avec notre CFA. Le niveau monte pour y rentrer. L'INA, je parlais de l'audiovisuel. Pour faire un BTS son, on va demander service public gratuit. Hein. C'est pas des boîtes privées, là, c'est gratuit. C'est des bacs S, mention très bien. Il devrait faire plutôt maths sup ou maths spé. Dans notre CFA, en technique, plateau, son et lumière, c'est des bacs S au minimum pour rentrer. L'expérience qu'on a fait à la Colline est formidable parce qu'on a essayé de montrer qu'on pouvait rentrer dans ces cursus sans cette base initiale qu'on réclame avec simplement la progression du numérique, de l'informatique, dans nos techniques. Et après, on a des niveaux qui montent, et on va avoir des bacs plus 10 qui vont se présenter pour faire des BTS. Il y a vraiment un souci, et vous avez tout à fait raison. Et bien évidemment, nos jeunes qui sont dans nos CFA, je ne parle pas des 6 jeunes en emploi d'avenir, ils ont déjà découvert un peu la culture. Ils ont déjà eu une approche, soit par leurs parents, soit par une activité musicale, de groupe de musique ou de théâtre amateur. Ils ont rencontré déjà ce milieu-là quand on les accueille. Et c'est comment, pour d'autres jeunes en emploi d'avenir, on les fait. On les amène à découvrir ce milieu parce qu'ils n'ont pas l'environnement. Alors ce que vous dites, mademoiselle, c'est vraiment très juste. Et ça, c'est une autocritique qu'on doit se faire, nous, pour laisser la place. Et dans le service public gratuit, ouvert à tous, pour laisser la place à des bacs pro qui ont les compétences initiales pour mieux répondre. Peut-être pas encore, mais ça s'apprend par l'expérience. Les compétences de savoir-être, de comprendre l'acteur, de comprendre le metteur en scène. Et ça s'apprend par le faire. Voilà. Métropole, la première métropole en France, donc qui fera presque tout le Rhône,
au comité départemental de la parentalité et des projets éducatifs locaux, qui va devenir projet des politiques locales, avec un schéma départemental sur plusieurs années. On tente de répondre à ces questions-là en travaillant avec les parents, avec les établissements scolaires. On va essayer de valoriser tout cela. Et juste parce que je suis d'une famille de cartonniers des Gobelins. Je me suis occupée des cartonniers. Oui. Eh bien, vous savez quelle est la devise du 13e arrondissement à Paris ? Voilà. Par le travail, je deviens artiste. Et je vous le dédie.